Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce jeudi 14 janvier. Un plan pour sauver Renault, le groupe automobile implanté notamment à Guyancourt et Flins-sur-Seine présentait ce matin Renaulution, sa stratégie de relance, 8 mois après avoir déclenché un plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans, à retenir une production à la baisse mais faite de véhicules de meilleure qualité s'orientant davantage vers l'hybride et l'électrique. Les réactions dans ce journal avec les syndicats de la marque aux losanges. L'automobile qui est en crise après une année 2020 cauchemardesque, moins 25% de ventes, c'est un secteur pourtant porteur dans les Yvelines avec plus de 30 000 emplois salariés. Des sites de production historiques, des centres de recherche et de développement et des sièges sociaux sont présents sur le territoire Focus. Et puis reportage dans cette édition à Triel-sur-Seine, la municipalité a mis en circulation une navette électrique. 3 circuits sont déployés pour permettre aux habitants de se déplacer gratuitement dans la ville. Et dans un instant, le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole pour faire un point d'étape sur la crise sanitaire du Covid-19. Nous reviendrons sur les principales annonces à retenir dans ce journal. C'est à la fin de cette édition. Cette disparition d'abord pour débuter ce journal, celle de Marielle de Sarnez qui est décédée hier à l'âge de 69 ans. Elle se battait depuis plusieurs mois contre une leucémie, plus proche conseillère de François Bayrou. La députée MoDem de Paris était également présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Elle avait été pendant une courte période ministre des Affaires européennes de mai à juin 2017. L'Europe, l'une de ses convictions, Marielle de Sarnez avait été eurodéputée de 1999 à 2017 dans la circonscription Île-de-France. Sur les images que vous venez de voir, c'était à Versailles. Elle était venue en 2015 défendre la candidature du MoDem aux élections régionales. Écoutez les réactions de 2 de ses collègues députés des Yvelines, également membres du MoDem, Jean-Noël Barrot et Bruno Millienne, interrogés ce matin par Mélanie Poquet. À titre personnel, c'est évidemment avec une infinie tristesse que j'ai appris cette nouvelle. Et elle laisse derrière elle évidemment un héritage immense. Elle a été l'une des artisanes du centre en France. Elle a été décisive sur le plan européen. Et à titre personnel, j'ai travaillé depuis 2 ans avec elle, quasi quotidiennement. C'est donc un grand chagrin. Et je crois que c'est toute la famille du MoDem qui est en deuil. Si nous avons aussi bien grandi, c'est parce qu'elle était là pour nous pousser, pour aller chercher au fond de nous tout ce qu'on avait dans nos tripes. Et puis, quand on faiblissait un petit peu, elle était là aussi pour nous réconforter. Il y a 3 axes, qui peuvent, même 4, qui peuvent définir Marielle. Il y a l'humanisme. Il y a cette militante infatigable du centrisme. Elle ne supportait pas ces combats droite-gauche. Pour elle, une idée est bonne parce qu'elle est bonne, pas parce qu'elle est de droite ou de gauche. Donc, elle s'est battue pour le centrisme toute sa vie. Et puis, il y a son combat pour l'Europe et pour les femmes, qui est absolument extraordinaire. C'est une européiste convaincue. Elle a toujours poussé à plus d'intégration au niveau européen. Ça va peut-être se faire et malheureusement, elle ne verra pas les résultats de ses combats, mais on les poursuivra en sa mémoire de toute façon. Marielle de Sarnez était bien connue des élus locaux yvelinois et notamment de Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux et également depuis peu président du MoDem des Yvelines. On l'écoute, il était au micro de Michael Elmidoro. Évidemment, je la connaissais personnellement, comme c'est le cas de nombreux élus et d'adhérents du mouvement démocrate des Yvelines. Donc notre chagrin est profond. J'ai une pensée pour ses proches, pour sa famille, pour son fils Augustin et évidemment pour François Bayrou, parce que Marielle de Sarnez était son bras droit. C'est la vice-présidente de notre mouvement et elle laissera en tout cas un grand vide au sein du mouvement démocrate. Voilà pour ses réactions suite à la disparition de Marielle de Sarnez. La centriste s'est éteinte hier mercredi à l'âge de 69 ans. L'actualité du jour, c'est ce plan Renaulution, le nom de cette nouvelle stratégie du groupe Renault. Son directeur général, Luca De Meo, a présenté ce programme ce matin. Dans les grandes lignes, l'entreprise souhaite produire moins de véhicules mais créer plus de valeur. Pour cela, les autres marques du groupe vont se distinguer sur le marché de par leur identité et leur positionnement. Principal enseignement avec des implications pour le territoire des Yvelines, le programme Software République, une stratégie tournée vers l'innovation avec de grands groupes tournés autour de la gestion des data, de la cybersécurité, de l'Internet des objets. Il sera implanté au Technocentre Renault de Guyancourt. En clair, mettre des domaines innovants du numérique destinés au service de l'automobile, notamment avec le développement du véhicule autonome. Le groupe Renault collaborera entre autres avec Orange, Dassault Systèmes ou encore ST Microelectronics. On écoute les détails de Luca De Meo. Il faut imaginer
que la Software République est un laboratoire à ciel ouvert géant où l'on peut faire des expériences sur des véhicules autonomes et connectés dans un environnement contrôlé en temps réel. Ce faisant, nous allons ouvrir 100 000 mètres carrés dans nos installations à nos partenaires. Et là, les logiciels et aussi d'autres innovations de rupture seront développés et testés. Nous allons offrir une proximité avec nos infrastructures d'ingénierie, avec nos compétences techniques, et nous allons aussi inclure notre Renault Software Factory dans ce labo où nous allons localiser 1000 ingénieurs et data scientists qui sont les meilleurs que l'on puisse trouver sur le marché. Du côté de l'usine historique de Flins-sur-Seine, l'autre site du groupe dans le département, Renault souhaite la transformer en établissement spécialisé dans l'économie circulaire avec des services dédiés aux véhicules électriques et à l'énergie. Actuellement, le site produit des véhicules Renault Zoé et Nissan Micra, production qui s'arrêtera définitivement en 2024. L'objectif est de devenir le leader dans ce secteur. On écoute de nouveau Luca De Meo. À la refactory de Flins, nous allons reconditionner plus de 100 000 véhicules d'occasion par an. Nous allons reconvertir des véhicules utilitaires diesel et les passer au biogaz et au 100% électrique. Nous allons mettre à niveau les véhicules des plateformes de mobilité avec de nouvelles batteries. Nous allons récupérer les batteries usagées et nous allons leur trouver une deuxième vie. C'est pour cela que l'on dit que les véhicules Renault vont en fait durer plus longtemps. Et pour réagir à ces annonces du groupe Renault qui concernent, vous l'avez compris, des sites implantés dans les Yvelines, deux invités avec moi par visioconférence. Tout d'abord, Yacine Aldidi, bonsoir. Bonsoir. Élu CFDT du comité social économique de Renault-Flins, il y a également avec nous Jean-François Piboulot, bonsoir. Bonsoir. Délégué syndical central CGT du groupe Renault. Vous êtes également salarié sur le site du Technocentre Renault à Guyancourt. Alors déjà, j'aimerais vous entendre globalement sur ces annonces avant de rentrer dans le détail de vos sites respectifs. On connaissait la couleur depuis mai dernier, à savoir ce plan d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans qui a été voulu par la direction. Là, c'est une nouvelle stratégie. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par la direction avec de nouvelles orientations. Votre avis déjà général sur les annonces que l'on a pu entendre ce matin? On va commencer avec Yacine Aldidi. Écoutez, les réactions elles se font nombreuses. Dans un premier temps, en tout cas, en termes général, moi je parle bien en termes général, le projet en lui-même, il est ambitieux. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a beaucoup de choses que les salariés n'ont pas connues, qu'ils vont connaître dans les années à venir. Mais l'autre côté, en fait, le point en fait négatif, c'est que comment on va s'y prendre, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on reste dans l'image que Renault fabrique que des véhicules, parce qu'à la base, c'était Renault, on fabrique des voitures. Demain, est-ce qu'on va quand même fabriquer des voitures ou on va fabriquer autre chose? Donc à un moment donné, franchement, aujourd'hui, à écouter le directeur général, lui, il est vraiment sûr de lui. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit l'écouter? On doit lui faire confiance aveuglément et aller dans ce sens-là? Ou on doit vraiment, à un moment donné, dire stop et se défendre? Mais je pense que, il a des idées en tête. Il nous parle de Volkswagen, de Seat, où il était, etc., qu'il avait fait, en gros, qu'il avait mené sa stratégie était payante, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est en France, nous, Renault, on connaît, il y a un historique, et pour nous, on a des inquiétudes, de grosses inquiétudes, notamment sur le site de Flins. On a compris des annonces ambitieuses, mais de la réserve tout de même. Jean-François Piboulot, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, tout d'abord, c'est une annonce qui a un but purement financier, c'est-à-dire que c'était faire un geste vis-à-vis des marchés financiers. Et le contenu du projet n'est pas véritablement destiné aux salariés et à l'activité industrielle. C'est véritablement une stratégie, une macro-stratégie du groupe. Il y a des choses intéressantes qui sont proposées. Nous, la CGT, depuis 2 ans, nous avons mis en débat une stratégie industrielle du groupe. On retrouve
trouve aujourd'hui des réponses à certaines de nos demandes. Mais effectivement, ce qu'il faut, c'est voir la déclinaison industrielle et dans les études de ce qui a été proposé aujourd'hui. Car l'avenir, c'est tout de même les emplois. Monsieur Di Meo dit qu'il veut ramener de la valeur à ces véhicules et il souhaite pas être jugé sur les volumes. Nous, on le jugera, comme on a pu lui dire à plusieurs reprises, sur les effectifs et sur le développement industriel et le développement des études sur le territoire, mais également dans tous les sites à travers le monde. La première chose que nous demandions dans notre projet industriel, dans cet entretien, Jean-François Piboulot, une question plus précisément sur le site du technocentre de Guyancourt, puisque le temps file dans cet entretien. Oui, on le sait, on l'a appris, il y aura le déploiement sur place du Software République, c'est-à-dire une innovation en collaboration avec les grands groupes sur place, sur la place du numérique. Le numérique dans le véhicule, aller davantage vers une automobile plus connectée, plus autonome aussi. Est-ce que vous avez des détails sur ce à quoi pourrait ressembler la mise en œuvre de cette Software République au technocentre ? Bah écoutez, on n'a pas plus de détails que cela. On sait qu'il y a des mètres carrés qui seront destinés à ce laboratoire, on va dire, c'est ce centre où les gens pourront travailler ensemble. La CGT défend des partenariats mutuellement avantageux pour l'ensemble des sociétés. La seule inquiétude que l'on a, c'est que nous, effectivement, on a déjà des services au Technocentre qui s'occupent du software, et on a également une filiale, qui s'occupe de ça, la Renault Software Lab, qui est installée il y a une partie à Toulouse et une autre partie excusez-moi, du côté de Cannes. Et donc, on veut savoir comment les gens vont travailler ensemble pour que ça soit mutuellement avantageux pour l'ensemble des entreprises qui vont s'y investir. Il y a Atos, il y a Orange, il y a des sociétés qu'on connaît. Ça peut être intéressant. Il faut que ça soit mutuellement avantageux et que derrière, ça se traduise également dans de la fabrication industrielle sur le territoire français et sur les autres territoires pour l'ensemble de nos marques. On aura l'occasion de vous entendre peut-être lors d'une autre édition, notamment sur le centre technique de Villiers-Saint-Frédéric, puisque vous êtes délégué à CGT Centrale. Par contre, on va terminer cet entretien, parce qu'on aimerait aussi entendre Yacine Al-Didi sur le site de Flins-sur-Seine. On sait, Yacine Al-Didi, que l'arrêt de la production automobile se fera sur place, ça a été confirmé. La date butoir, c'est 2024, avec un site qui sera transformé en un établissement spécialisé dans l'économie circulaire automobile. Votre regard sur ce projet pour le site de Flins, est-ce que vous savez si parmi les 4600 suppressions de postes dont on parle en France, est-ce que le site de Flins est aujourd'hui concerné également ? Écoutez, nous sur le projet sur Flins, évidemment qu'il y aura de l'effectif qui sera déduit. Ça, nous on en est pratiquement sûr. Malgré que la direction elle veut nous induire en erreur en nous disant que il y aura du travail pour tout le monde, mais ça nous on la croit pas une seconde. Maintenant sur les activités en elles-mêmes, le nombre d'activités qui vont atterrir sur l'usine de Flins, nous la CFDT, on avait émis déjà pas des réserves, mais on avait dit qu'on était pour en fait les activités nouvelles, ça créerait de l'emploi, ça va générer beaucoup de choses dans l'usine. Par contre, à une condition, c'est que la direction maintienne l'activité principale, qui est l'assemblage véhicule. Aujourd'hui, l'usine de Flins, c'est une usine qui fabrique des véhicules. Donc ça, à un moment donné, nous, la CFDT, c'était notre ligne rouge. Et si vous voulez, c'est pas un hasard que la Zoé aujourd'hui est le premier véhicule électrique en Europe. C'est pas un hasard si on fait la Nissan aujourd'hui à Flins. C'est pas un hasard si en 2017
il y avait en fait Flins a été porté comme l'usine du futur. C'est pas un hasard, c'est quand en juillet 2018 l'entreprise annonçait 1 milliard d'investissements pour le véhicule électrique et la modernisation de Douai et de la primauté pour Flins pour fabriquer la future remplaçante de la Zoé. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées derrière avant 2020 et aujourd'hui voilà on nous annonce que finalement en gros Flins on va devenir une usine voilà en gros de bricolage. Ça vraiment auprès des salariés de l'usine, c'est une forme de provocation. Il y a eu un mouvement de grève au mois de juin où beaucoup de salariés ont manifesté leur mécontentement quand ils ont entendu les annonces. Ce mécontentement, il est toujours présent aujourd'hui à l'usine de Flins. Parce qu'on n'a pas, en fait, on nous a toujours pas rassurés. Aujourd'hui, on a eu la visite du directeur général 2 fois de suite. Et aujourd'hui, le directeur général, lui, reste sur ses positions, campe sur ses positions. Il est confiant. Il nous dit que les projets qui vont arriver vont mettre fin, ça va décoller, etc. Mais sauf que nous, à un moment donné, où ça nous pose problème, c'est l'histoire du site, en fait. L'histoire du site, l'effectif, parce que pour nous, l'effectif sera pas maintenu. Aujourd'hui, on est 3600, donc demain, on ne sait pas combien on sera. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui où la direction a du mal à nous répondre. Et nous, la CFDT, voilà, nous, notre combat, il est maintenu. On a même fait un projet, on a fait un projet de plusieurs pages qu'on a remis au directeur général avec un courrier comme quoi voilà nous ce qu'on propose c'est ça parce qu'on a aussi fait des propositions pour l'usine de Flins tout en maintenant l'activité principale et à ce jour on n'a pas eu de réponse on n'a pas eu de réponse à ce projet où on a passé plusieurs mois à le construire avec des spécialistes on a perdu du temps de l'argent c'était vraiment un projet de grande envergure on a compris Yacine Al-Didier, je suis désolé de vous couper, on arrive à la fin de cet entretien, on revient à ce que vous disiez finalement au début avec de nouvelles annonces. Ça, vous étiez plutôt satisfait en tout cas sur les nouvelles annonces, mais toujours des réserves sur le fait qu'on aille moins vers de la production automobile qui est à la base l'essence même de Renault, ce que vous aviez dit au début de cet entretien. Merci en tout cas à vous deux, Yacine Al-Didier, et merci à Jean-François Piboulot de la CGT d'avoir été avec nous. Vous avez eu finalement assez peu de temps de parole, mais on souhaitait aussi avoir la voix des deux syndicats CFDT et CGT dans cette journée d'annonce du groupe Renault. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et des annonces de Renault dans un contexte très difficile, plus généralement pour le monde de l'automobile. La crise sanitaire, c'est mieux, vous le savez, en crise économique et le secteur automobile n'est pas sans reste. Les précisions dans ce sujet de Bichente Maria Santisteban. 2020, une année compliquée pour le marché automobile en France. Les ventes de voitures pour particuliers ont chuté de 25,5% en un an. C'est la plus grosse baisse recensée sur les 40 dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, la crise financière de 2008 n'avait engendré qu'une baisse de 13,88% dans ce secteur. Le groupe Renault comme le groupe PSA enregistre une chute de 25,1 et 24,9%, une crise qui ne touche donc pas un producteur français plus qu'un autre. Parmi les groupes étrangers qui vendent en France, c'est le groupe Fiat Chrysler qui regroupe notamment Alfa Romeo, Jeep et Fiat, qui a le plus souffert avec plus de 40% de pertes. Pour rappel, une fusion a été signée entre le groupe italo-américain et PSA le 4 janvier dernier, donnant le nom de Stellantis. Le groupe qui devait ainsi prendre la 4e place mondiale au classement des constructeurs de l'automobile se retrouvera après la crise probablement à la 6e position. Au final, seules les entités Hyundai et Toyota Lexus s'en sortent avec un peu moins de 15% de baisse sur le chiffre d'affaires du marché français. Si l'on devait retenir autre chose de cette année, c'est bien l'augmentation significative des ventes de voitures hybrides et électriques. Face à la crise, l'État a procédé à l'augmentation du bonus écologique pour booster les ventes. Ce sont environ 149 000 immatriculations qui ont été créées pour des voitures de ce type, contre seulement 60 000 en 2019. Une croissance qui devrait se poursuivre cette année également, puisque le bonus écologique pour l'achat de voitures en 2021 pourrait aller jusqu'à 7 000 €. Plus globalement, en 2021, l'Observatoire CTLM prévoit une croissance du marché de l'automobile de 19% en France. Les intentions des Français d'acheter une voiture n'auraient pas changé malgré la crise, qui les aura seulement contraints à pousser leur projet d'acquisition d'un véhicule à plus tard. C'est une crise qui se ressent d'autant plus dans les Yvelines, un département historiquement lié à l'automobile avec des sites de production, des sièges sociaux et des centres de recherche et développement sur le territoire. 15% des effectifs salariés du secteur travaillent dans le département yvelinois, une place prépondérante dont nous parle une nouvelle fois Bichente Maria Santisteban. Avec 34 514 emplois, les Yvelines sont classées numéro 1 français en termes d'effectifs salariés dans le secteur de l'automobile.
Si le département est devenu un lieu historique de production de véhicules en Île-de-France, c'est grâce au passage de la Seine en amont de Paris, ainsi que sa proximité avec la capitale. Les produits pouvant être transportés plus facilement par bateau au XXe siècle. 4 communes concentrent aujourd'hui la quasi-totalité des salariés de la filière. Le technocentre Renault de Guyancourt est le principal pôle yvelinois. 11 000 salariés travaillent pour la recherche et le développement des futures voitures de la marque. C'est le plus grand centre de recherche de France. Il permet à l'entreprise d'éviter de nombreux coûts en frais de déplacement. Autre site Renault, l'usine située à Flins-Aubergenville est le 4e employeur yvelinois. Site historique de la Renault Clio, il fabrique actuellement les Renault Zoé ainsi que les Nissan Micra. Il ne produira plus prochainement d'automobiles. Parmi les autres pôles, on trouve 2 centres PSA, l'un situé à Vélizy-Villacoublay destiné en partie à conceptualiser le design des futurs modèles, le second à Poissy, spécialisé dans la motorisation des véhicules. Ces 2 espaces regroupent au total 9600 salariés. Les sièges de firmes étrangères se sont également installés progressivement dans le département, en particulier à Saint-Quentin en Yvelines. On retrouve ainsi les sièges Mercedes-Benz, BMW France et Nissan Europe à Montigny-le-Bretonneux, ou encore Fiat France à Trappes. En tout, ce sont 350 établissements rassemblés dans les Yvelines, soit 23% du total en Île-de-France. Dans le reste de l'actualité, c'était une promesse de campagne. La nouvelle municipalité de Triel-sur-Seine vient de dévoiler sa nouvelle navette électrique. 3 circuits sont prévus pour permettre aux habitants de se rendre des quartiers vers le centre-ville, et cela de façon écologique et gratuite. Astrid Bergère et Pierre-Hugo Rébert. Favoriser les déplacements de proximité, c'est la raison pour laquelle une navette électrique vient d'arriver à Triel-sur-Seine. Jusqu'au 26 janvier, le service est en phase d'expérimentation pour valider les choix faits en concertation avec les habitants. Avec cette concertation, on a pu définir certains arrêts, donc des arrêts qui sont stratégiques au niveau de la ville. Après, on a établi un planning, donc minuté, un chronométrage assez précis. Et maintenant, on va pouvoir valider ce chronométrage et aussi apporter éventuellement des modifications. C'est le but d'une phase de test. 3 circuits différents ont été choisis et tous passent par le centre-ville. Grâce à la mobilité interne, nous allons pouvoir prendre les personnes, les amener en centre-ville et redynamiser le commerce et donc développer l'attractivité du centre-ville. Dans la navette, il y a au total 22 places, 11 assises, 9 debout et un emplacement PMR. Elle a coûté un peu plus de 250 000 €, mais est déjà subventionnée à hauteur de 30%. Et pour les usagers, elle sera gratuite. La modernité des moyens de transport aujourd'hui, c'est aussi d'offrir quelque chose socialement qui soit intéressant et pour toutes les catégories de personnes qui résident à Triel. Et c'était aussi un enjeu capital pour l'avenir de notre mobilité. Ce nouveau mode de transport pourra aussi être utilisé en dehors de ses horaires habituels lors d'événements organisés par la ville. Nous allons, à partir de la rentrée de septembre 2021, offrir la possibilité aux Triellois de pouvoir, lorsque la crise sanitaire le permettra bien entendu, pour l'événementiel, pouvoir se déplacer plus facilement. Un système de géolocalisation a été mis en place. Les Triellois peuvent donc suivre la navette en temps réel sur l'application Zenbus. Et avant de refermer cette édition, je vous le disais au début de ce journal, le Premier ministre Jean Castex s'exprimait ce soir. Il est toujours en train de s'exprimer à l'heure où je vous parle, 18h24. Vous le savez, une situation qui est difficile en France liée au coronavirus, avec plus de 19 000 nouveaux cas du Covid-19 en 24 heures qui ont été recensés hier mercredi 13 janvier. 11 cas du variant anglais du coronavirus qui sont en circulation actuellement en Île-de-France. Une quarantaine de cas suspects. De ce fait, de par cette situation qui est difficile en Île-de-France et dans le reste de la France, le Premier ministre a annoncé ce soir, 18h24, c'est la principale annonce à retenir, l'élargissement du couvre-feu à 18h pour l'ensemble du territoire. Je vous le rappelle que 25 départements français étaient déjà sous cette mesure du couvre-feu à 18h. Elle est donc étendue à l'ensemble du territoire. Une mesure qui sera mise en place sur l'ensemble du territoire dès samedi 16 janvier pour 15 jours au moins. Les commerces devront fermer donc à 18h et également du côté des écoles, pas de fermeture annoncée pour le moment de la part du Premier ministre Jean Castex, mais il a annoncé, le Premier ministre, un renforcement des tests dans les écoles qui donc sera fait dans les prochains jours. Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette principale annonce, élargissement à l'ensemble du territoire français du couvre-feu à 18h. Cette annonce et les autres seront développées lors de l'émission 7-8 Week-end qui est au programme demain vendredi sur TV 78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV 78.